Août 1921, le début de la légende. 16 km de tracé avaient été prévus pour cette première course. Le problème ? Un seul pilote inscrit. L'événement est donc annulé. La première course qui eut lieu à Spa-Francorchamps fut remportée par Hubert Assal sur sa Norton, sur 2 roues et à 90 km/h de moyenne. Mais ce n'était que le début. Un an plus tard, Spa accueillait son premier Grand Prix auto et en 1924, la toute première édition des 24 heures de Spa-Francorchamps. Depuis 3 siècles, les Ardennes accueillent les eaux thermales. J'ai commencé en Stéphane Bern, j'ai fini en Belmondo. Les eaux thermales. On est ici dans les Ardennes, juste derrière le casino de Spa, et c'est ici que tout commence. Alors en Belgique et dans les Ardennes particulièrement, l'automobile c'est une histoire de cœur, puisque déjà dès 1902, Pierre de Crowet, le baron Pierre de Crowet, initie des courses non loin d'ici, à Bastogne. Et grosso modo, les gens ici adorent. L'automobile au début du XXe siècle, c'est une histoire de gros sous, une histoire de riches. On est dans la ville ici de Spa qui depuis 3 siècles s'est taillé une réputation de destination de plaisance. On est un peu dans le Deauville belge. Et ici, juste derrière moi, se trouvait l'avenue du Marteau, qui aujourd'hui s'appelle la rue de la Reine Astrid. Et déjà à l'époque, les jeunes fortunés venaient se mesurer les uns aux autres avec leur cycle car dans des drag races avant l'heure finalement. Et on oublie qu'avant Miami, aujourd'hui en Formule 1, on avait déjà des courses urbaines à Bruxelles dès le début du XXe siècle. Juste après la Première Guerre mondiale, le frère de Pierre de Crowetz, donc Joseph de Crowetz, est le bourgmestre, le maire si vous voulez, de la ville de Spa. Et il se dit que finalement, le roi adore les courses automobiles, ça attire la foule. Pourquoi on ne ferait pas un circuit ici dans les Ardennes ? Et la réflexion est plutôt assez simple, hein. On prend les distances moyennes des circuits de l'époque, puisque déjà en France, Le Mans montre l'exemple. On prend un circuit de 14, 15, 16 km, et donc on fait un triangle entre Francorchamps, Malmedy et Stavelot. Ce sera donc la première définition du circuit de Spa-Francorchamps. Mais attention, il ne faut pas y voir un circuit moderne. On parle là de piste en terre. Le circuit ne sera d'ailleurs bitumé qu'en 1928. Et c'est un circuit qui, en 1921, recevra sa première course de moto. Dès le départ, dans la tête de ses concepteurs, le circuit doit être rapide. Il doit se différencier du Mans, il doit se différencier du Nürburgring. Évidemment, il emprunte le relief ardennais, ce qui le rend particulièrement dangereux et sinueux. Son tracé est rapide à tel point que bon nombre de marques à l'époque refusent de concourir sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est le cas par exemple de Bentley. Parmi les lieux iconiques et redoutables dans le sport auto, le raidillon est peut-être l'excellence. La double courbe Eau-Rouge et Raidillon est un virage incisif qui se fait à l'aveugle à cause d'une pente très prononcée. Ce relief donne son origine au surnom le toboggan des Ardennes. Dans cette montée, c'est quand même 5 G verticaux que se prennent les voitures et les pilotes. Cette courbe avait été imaginée pour alléger l'ancien virage de l'ancienne douane, officiellement pour améliorer la visibilité des spectateurs, mais surtout pour faire de l'ombre au Nürburgring et devenir le circuit le plus véloce. Le 5e virage du circuit se passe régulièrement à 300 km/h, de quoi décoller sans effort. Dès les années 20, on franchit largement les 200 km/h de pointe sur le circuit et en 1973, Henri Pescarolo signera le record absolu, 226 km/h de moyenne en endurance, ce qui vraisemblablement ne sera jamais battu. Une autre variable constitutive du danger de ce circuit, c'est évidemment la météo. Il faut dire que le tracé originel faisait plus du double de la longueur du circuit actuel. Et il pouvait à la fois faire grand bleu dans les paddocks et pleuvoir des cordes à 5 km de là. Et on retrouve en 1966 le circuit au cinéma avec le film Grand Prix et je vous le conseille parce qu'il n'a pas trop vieilli. Alors le tracé actuel du circuit de Spa-Francorchamps date de 1970. Il a été instauré d'abord pour des raisons de sécurité et également tout simplement pour garantir le show et une meilleure visibilité au public. C'est d'ailleurs la première différence entre le circuit de Spa-Francorchamps et son cousin
du Mans, puisque le circuit du Mans accueille des courses d'endurance sur un circuit plus proche de l'historique, autour des 13 km. Et la deuxième grande différence, c'est que les deux circuits ne partagent pas la même catégorie automobile. Le Mans, lui, c'est les LMP1 et LMP2, et accessoirement le Grand Prix Explorer. Et le circuit de Spa-Francorchamps, ce sont des véhicules de tourisme, puis de grand tourisme. Dès le départ, ça a été une volonté de différencier l'activité du circuit, au grand bonheur d'ailleurs de BMW, qui a quand même gagné 25 fois, hein, c'est les rois de Spa-Francorchamps. Donc aujourd'hui, pour faire simple, Le Mans, c'est LMP1, LMP2 et Grand Prix Explorer. Spa-Francorchamps, c'est pour la Formule 1, puisque le circuit est homologué grade 1, et pour le grand tourisme, avec notamment ici les 24 heures et les 6 heures de Spa-Francorchamps en endurance. Bref, aujourd'hui, plus de grande rivalité, chaque circuit a son usage. Allez, instant anecdote. Juan Manuel Fangio, vous savez, c'est le pilote qui a réussi son transfert chez Ferrari après Mercedes. Eh bien, ce pilote-là, quand il arrivait en Europe en 49, il arrive à Spa-Francorchamps en milieu de saison. Et ça se passait plutôt bien, mais il a plus un rond. Avec son pote Campos, il n'a pas d'écurie encore officielle. Il court encore en indépendant. Et il arrive ici avec sa Maserati. Et ce qui devait arriver arriva. Il casse moteur, il casse un piston, tout simplement. Alors, il se retrouve à devoir appeler à la famille pour dire bon les gars, je rentre à la maison, hein, je rentre à Buenos Aires. Et bonne nouvelle finalement, avant la fin de la journée, un télégramme arrive où finalement on lui dit qu'un nouveau sponsor a accepté de le soutenir et qu'une Ferrari F2 l'attendait pour la prochaine course à Monza 7 jours plus tard. Course évidemment qu'il va remporter. Et puis voilà, c'est Fangio. Et à la fin il gagne. Et tout ça sans le permis. Chapeau. Viens voir. Il y a l'alternateur de Fangio là, d'origine. Une des courses les plus mythiques à Spa-Francorchamps, c'est celle de 1960. Alors, mythique et tragique, malheureusement. C'est une édition qui a vu se bagarrer Bruce McLaren, Olivier Jean Debien, Stirling Moss. Et pourtant, ça n'a pas empêché cette édition de finir de façon assez tragique. Alors, à l'époque, quand il y avait de la casse, voire des morts, on n'arrêtait pas pour autant la course. Mais derrière le virage de Burnanville, il y a quand même eu 2 morts cette année-là. Un décapité et un autre qui s'est pris un oiseau dans la tête. Bon. Cette année-là, sur les 19 pilotes qui se présentent sur la ligne, il n'y en aura que 6 qui termineront. Alan Stacey et Chris Bristow perdront la vie tous les deux derrière le virage de Burnanville. Et c'est pas une exception, à l'époque, toutes les courses finissent dans des fossés. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. Soit on finit dans un tas de paille, soit on finit dans une forêt, soit on finit carrément dans la cour d'une grange. Tout est fait pour que ça se passe mal. Le public est quasiment sur la route. Et je me suis amusé à prendre les stats des courses une à une dans les années 60. Donc 1960, il n'y a que 6 arrivants. Mais en 1961, c'est 9 abandons. 1962, c'est 8 abandons. Et en 1966, plus de la moitié des coureurs sortent de la course. De gros dangers en termes de sécurité, mais aussi juste 14 km de tracé. Imaginez la distance qu'il faut pour l'ambulance, pour qu'elle arrive sur le lieu du crash. Parfois, l'ambulance peut mettre plus d'une demi-heure pour arriver. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Jackie Stewart, qui par la suite se fera le porte-étendard de la sécurité sur le circuit. Et on se souvient de Jackie X qui proteste au Mans en refusant de courir et de prendre le départ avec le départ type Le Mans. Mais en fait, à Spa-Francorchamps, il y a eu un peu ce phénomène-là avec Jackie Stewart. Et ça ira tellement loin que ça a failli annuler l'édition 1969 du Grand Prix. Et ça s'est plutôt bien terminé puisque on s'en est suivi en fait l'installation de barrières de sécurité sur l'entièreté du tracé. C'est quand même le circuit le plus dangereux du calendrier. Si je parle beaucoup de grand tourisme dans cette vidéo, la figure de Spa pour moi quand j'étais gamin, c'était bien sûr Schumacher. Et le GP qui a marqué mon enfance, c'est bien le 7e et dernier titre du Kaiser.
Et depuis la première victoire de l'Allemand en 92, il a complètement écrit son histoire dans les Ardennes. Et la course la plus légendaire fut certainement en 98 où, sous une pluie diluvienne, il finit sur 3 roues. Il était alors à 2 doigts de confirmer son 3e titre mondial, mais voilà, c'est Spa. L'année 98, comme un écho à l'histoire, verra encore 14 abandons, et ça ne rate pas, Schumacher tape David Coulthard en le dépassant. Bon, plus tard, le pilote McLaren avouera avoir freiné dans une trajectoire dangereuse, un aveu qui n'aurait pas calmé Schumacher, qui avait bien prévu d'en mettre une à son rival dans les stands. Et 6 ans plus tard, c'est sous le soleil que la course tourne à nouveau au calvaire. 9 abandons, ce qui est plutôt rare dans l'histoire de la Formule 1 moderne. Alonso est out dès le 11e tour et son coéquipier Jarno Trulli, vainqueur à Monaco, est plutôt lent. Mais surtout le maître des lieux, le Diable Rouge allemand, est très régulier. Il sait qu'une 2e place lui offrirait un nouveau titre mondial, alors il maintient l'écart avec Raikkonen, tandis que Barrichello ferme la porte derrière lui. Le titre est assuré. Même si ça n'est pas une victoire, c'est la fin d'une ère qui se déroule là sur mon écran de télévision alors que je n'ai qu'une dizaine d'années. L'ère Schumacher se conclut là avec un message brandi par le team Ferrari, Simply the best. Après cet épisode iconique de l'histoire de la Formule 1, je vous propose de revenir un peu aux origines de Spa, la moto. Après tout, ces 24 heures de Spa 2025 ont été marquées par une approbation particulière du public pour l'équipe de Valentino Rossi. Et en effet, la moto à Spa, c'est une histoire de longue date. Je vous propose de revenir sur le 3 juillet 1977, le Grand Prix de MotoGP le plus rapide de tous les temps. On est à Spa en 1977, au MotoGP le plus rapide de tous les temps. Sur 14 km à l'époque, c'est un des circuits les plus rapides du monde. Barichin, le mec qui roule à plus de 220 km/h de moyenne sur une Suzuki RG 500 de 120 chevaux à peine. Les pneus gonflés à en toucher le cadre, une fourche renforcée à l'arrache, c'est un état d'esprit de warrior. À Spa, c'est à fond presque tout le temps, à peine 6 virages au ralentir. Les rapports de boîte sont si longs qu'à la sortie de la source, t'es obligé de faire patiner l'embrayage pour relancer. Parce qu'avec si peu de chevaux, la moindre hésitation te coûte des secondes entières. Pas le choix, collé à l'échappement du mec devant, à quelques centimètres à plus de 220 km/h pour profiter de l'aspiration. Et prier pour que son moteur ne casse pas. Dire qu'en 75, Barichin s'était fracturé le fémur, les 2 poignets, la clavicule et 6 côtes à Daytona à plus de 300 km/h. Et en 77 à Spa, il boucle 141 km à 217 km/h de moyenne.